Bonjour à tous, alors nous avons le plaisir de recevoir Bruno Dubus qui est stratège en chef chez Puy-Latco de Wai. Alors Bruno, bonjour. Bonjour. Une première question, les marchés redoutent un ralentissement économique. Alors le FMI vient de redescendre ses perspectives il y a quelques jours, 5,2 à 4,8 sur le plan mondial. Pour les États-Unis, le ralentissement annoncé est encore plus sévère. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais très clairement, je crois qu'il faut distinguer trois zones économiques de manière importante. Un, l'activité économique mondiale faiblira quelque peu, c'est tout à fait exact. Mais il faut savoir que la dynamique proviendra et restera toujours du côté des pays émergents. Donc ça, on restera avec une dynamique très forte, notamment du côté du pays asiatique, mais également du côté de l'Amérique latine. En Europe de l'Est, ce sera probablement un peu plus faible. Deuxième zone économique où, à mon avis, il y a un net ralentissement qui est à attendre, mais pas de récession, c'est au niveau des États-Unis. Pas uniquement à cause du marché immobilier, mais également à cause d'un certain nombre de phénomènes liés à la consommation privée. Donc il est plus que probable que la consommation privée faiblisse un tout petit peu, qui sera partiellement compensée. Pourquoi ? À cause de la hausse des taux ou Alors l'impact de la hausse des taux, l'impact direct et indirect du marché immobilier. Direct, c'est clair que le marché immobilier a créé énormément d'emplois durant pas mal d'années, a créé un certain dynamisme économique, mais il faut également savoir que la volatilité des marchés financiers pourrait éventuellement entraîner une certaine prudence de la part des consommateurs plus nantis qui vivaient d'une partie de leur plus-value boursière. Ouais. Donc ceci dit, les États-Unis performent très très bien pour l'investisseur américain, tant au niveau des bourses américaines que des valeurs européennes qui, ramenées en dollars, performent relativement bien. Donc il faut savoir que là c'est un adjuvant, mais qui ne devrait quand même malgré tout pas trop continuer. Là où je suis également un peu plus prudent pour le moment, à cause notamment des problèmes d'inflation, plutôt de retour d'inflation, c'est au niveau du Japon. Je crois qu'au niveau de la consommation privée, au niveau du Japon, il convient d'être relativement prudent. Le Japon s'en sortira probablement, mais essentiellement grâce à ses exportations, d'où l'intérêt et de toute l'analyse qu'il faut faire au niveau du yen pour savoir s'ils parviendront à maintenir leur compétitivité. C'est vrai que le Japon, on en a beaucoup parlé ces dernières années, il remontait la pente, on a eu quelques chiffres décevants au niveau macroéconomique. Au niveau des taux d'intérêt, c'est pas ça non plus. Quid ? Non, on peut vraiment être optimiste au niveau du Japon, il faut savoir qu'au niveau du Japon, depuis pas mal de décennies, il y a une ou deux bonnes années, qu'elles soient sur le plan boursier et sur le plan macroéconomique, et qu'après, en général, il y a une petite faiblesse. Et donc, c'est ce qu'on a remarqué depuis 2-3 ans. Le Japon ne fait pas grand-chose en yens comme en euros. Les performances économiques ont été bonnes jusqu'à présent. On n'est pas revenu à sortir de problèmes des récessions, etc. Mais il faut savoir qu'on n'est pas sorti de l'ornière définitivement. Ils ne parviennent pas à mettre en place une structure économique qui permet d'avoir une croissance très forte au fil des années. Et ça, c'est un problème de fragilité auquel il faut tenir compte pour les investissements boursiers. Pour les autres majors, donc je pense aux États-Unis, je pense à l'Europe, la plupart des experts sont quand même relativement, si pas pessimistes, en tout cas très prudents quant à l'avenir boursier de ces régions. On parle de plus en plus des marchés émergents. Donc ce sont eux qui tirent effectivement la croissance mondiale. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour y prendre position ? Oui, donc il faut savoir que les pays émergents, ce sont quand même des zones fondamentalement différentes qui réagissent à des indicateurs économiques différents, mais globalement, les pays émergents ont très très bien performé cette année, tant en devise locale qu'éventuellement même ramené en euros. Même avec la déperdition du dollar, pour un investisseur raisonnant en euros comme vous et moi, mais il est tout à fait clair que ça a été une bonne performance. À court terme, je crois qu'une certaine prudence s'impose au niveau des pays émergents. Vous savez, je prends toujours cette image un peu forte qui était très médiatique au mois de février-mars quand on s'attendait à ce que la bourse chinoise baisse. Aujourd'hui, on est quasiment plus de 80% plus haut qu'au début mars au niveau de la Chine. Elle a fait quasiment 100% depuis le début de l'année. Il n'y a pas que la Chine, il y a tous les pays tout autour, Singapour, Hong Kong, etc. Je crois qu'à court terme, les pays émergents ont éventuellement la possibilité d'avoir une petite faiblesse. Ceci dit, pour un investisseur qui raisonne à un horizon de 3-5 ans, les pays émergents constituent certainement une opportunité et il convient d'être dedans. Il est très difficile de faire du timing, du market timing au niveau des pays émergents, mais la prochaine correction, même faible de 5 à 10%, devrait constituer une opportunité d'engagement pour celui qui voit ça à moyen long terme. À moyen long terme, ouais. Oui. D'un point de vue sectoriel, est-ce que du côté de ton côté, il y a un secteur en particulier à recommander ? On parle beaucoup du secteur bancaire qui a été massacré avec la crise du crédit. Il y en a d'autres. On parle aussi beaucoup du secteur des soins de santé. Ce sont deux secteurs éventuellement que tu recommandes ? Oui, il y a ces deux secteurs-là. J'ai envie de rajouter un troisième qui est celui des services pétroliers. Mais prenons ça dans l'ordre. Il est clair que les marchés financiers, essentiellement européens,
puisque les indices européens dépendent à concurrence d'environ 25-30% du secteur financier, donc c'est-à-dire des banques, des assurances et des services financiers genre Fortis ING qui sont un peu des conglomérats entre la banque et l'assurance. Il faut savoir que ça représente un poids non négligeable dans les indices et qu'en fonction de la performance des financières, mais ça contribuera évidemment à la performance de l'ensemble des indices européens, voire américains. Je crois qu'au niveau des finances, il y a encore des opportunités, notamment dans le secteur des assurances, avec des groupes comme Allianz, comme Aegon, etc. Je crois qu'il y a encore des opportunités, AXA également. Du côté des bancaires également, mais il convient d'être assez prudent parce qu'il y a quand même un certain volume d'affaires qui risque de disparaître. Tout ce qui est investment banking, tout ce qui est lié directement au crédit pourrait avoir une petite faiblesse conjoncturelle pour le moment, tout à fait normale en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Premier élément. Deuxième élément dans lequel je crois encore énormément, ce sont les services pétroliers. Alors là, on peut aller essentiellement du côté des États-Unis. Il existe des trackers, il existe des valeurs comme Transocean et compagnie qui sont très très bonnes, même si Transocean à court terme peut avoir des petits problèmes liés aux dividendes exceptionnels qu'ils vont payer. Mais après, ça peut être de nouveau intéressant. Les services pétroliers devraient continuer à avoir une dynamique très forte liée aux contrats qu'ils parviennent à obtenir pour le moment. Deuxième chose, au prix du pétrole qui devrait rester à un niveau élevé. Le secteur de la santé est également quelque chose qui retient bien entendu notre attention. Il est évidemment avec des performances extrêmement faibles, voire très mauvaises depuis plusieurs années, mais c'est quelque chose qui pourrait se réveiller. Le seul problème, c'est que les fondamentaux restent relativement fragiles. Il s'agit probablement plus, et c'est un parallélisme que je fais par rapport à une situation d'il y a juste un an, quand les télécoms se sont réveillés, un peu à l'envers du marché à un moment donné, au mois de septembre-octobre, les télécoms se sont réveillés, grâce notamment à quelques adjuvants fondamentaux, mais également à des valorisations très faibles. Et tout d'un coup, en pharmacie, les valorisations ne sont plus aussi faibles qu'auparavant. La croissance bénéficiaire reste globalement soutenue. Le seul problème, c'est évidemment l'environnement gouvernemental, le pricing et tout le problème des génériques. Mais c'est un secteur qui pourrait éventuellement se réveiller. Je ne le vendrai plus maintenant, quand bien même, évidemment, il y aurait des possibilités de les vendre. Je crois que c'est quelque chose qui pourrait jouer à court terme à facture simplement de redressement. Mais ce n'est pas un secteur que je jouerais pour les 5 ou 6 prochaines années. Un dernier petit mot peut-être sur les valeurs belges. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Omega Pharma ces derniers jours. d'Agfa Gewart aussi. Ce sont deux anges déchus, entre guillemets, de la bourse belge. Quelles sont les perspectives pour la bourse belge? Je prends ces deux valeurs-là en particulier. On en entendait beaucoup encore. Elles ont déçu. C'est fini? Non, c'est pas fini, mais il y a quand même un problème de crédibilité. Ici, je ne mets pas toutes les valeurs dans... Chacune a réagi à des situations différentes. J'ai quand même envie de prendre 3 points de repère. Le premier problème, c'est l'effet dollar. Quand on voit les annonces de Global Graphic, etc., c'est essentiellement à cause du dollar. Agfa Gewart probablement également un peu. Des matières premières, Agfa Gewart l'a notamment mentionné. Et alors un problème de communication. Et donc à un moment donné, un certain nombre de plus petites valeurs, on l'a vu avec Option, on l'a vu avec Omega Pharma dans le passé, etc. Dès que ces sociétés qui sont des valeurs de croissance, et même de forte croissance, ne parviennent pas à réaliser leurs objectifs et parfois donnent des messages un peu contradictoires, la sanction est assez lourde et il y a un problème de confiance. Donc ces valeurs ne sont certainement pas finies sur le plan fondamental, mais sur le plan de la confiance boursière, ça risque d'être long à se redresser. Ceci dit, il reste encore des opportunités. Maintenant, le marché belge dépend quand même, et si je prends le Belvin, mais il n'y a pas que le Belvin, il y a encore pas mal de petites valeurs à côté du Belvin qui sont tout à fait intéressantes et parfois je pense à des valeurs comme Iris et compagnie, Mythiska, etc. Ce sont des valeurs qui ont encore un certain potentiel. Parmi les plus grosses valeurs au niveau du Belvin, c'est clair qu'il a un poids essentiellement utilities avec Suez, il a un poids essentiellement financier, on en a parlé tantôt au niveau du secteur. Il y a encore des choses intéressantes, mais il faut savoir qu'on dépend fort au niveau de la performance du Belvin du secteur financier. Si je te demande ton top 5 au niveau valeur belge, tu citerais qui? Mais je mettrais, tout dépend de l'horizon de temps, mais je veux dire à moyen terme, je citerai des valeurs comme Ackermans Van Haar, qui reste tout à fait intéressante à ce niveau-là. Une autre valeur, j'ai cité tantôt, qui est une plus petite valeur, qui est par exemple Iris. À mon avis, il y a quelque chose tout à fait d'intéressant à voir. Du côté des holdings, un groupe comme CNP, à mon avis, a encore pas mal de potentiel. Ça permet de jouer des valeurs qui sont inaccessibles ou des secteurs qui sont parfois inaccessibles pour l'investisseur. Ce n'est pas du private equity, mais c'est quand même des investissements intelligents, diversifiés sur le plan sectoriel. Je suis assez fort encore du côté des holdings. Il y a encore pas mal de holdings, à mon avis, qui, GBL, CNP, notamment des GBL, des CNP, des Sofina, à mon avis. On ne risque pas grand-chose dans un environnement un peu chahuté à court terme sur le plan macroéconomique et au niveau des taux d'intérêt. Il y a quand même une valeur aussi que j'ai envie de citer parce que
C'est une financière certes, mais une financière qui est bien diversifiée en Belgique et surtout dans les pays de l'Est, qui est KBC Ancora ou KBC. Ouais. Mais KBC Ancora me permet à mon avis d'être un bon véhicule pour jouer la finance avec une décote, un bon rendement et avec une stratégie qui est claire. Merci Bruno. Grand merci. Et merci à vous de votre écoute.